Le film Five Nights at Freddy's, l'un des films les plus attendus de l'année, attendu par tous les fans depuis qu'il avait été annoncé, on savait qu'il sortait en cette fin d'année. Le film est maintenant sorti et aujourd'hui voici la grosse vidéo qui va parler de tout ce qui tourne autour du film FNAF ainsi que mon avis sur ce film. Et bien évidemment, je le précise avant de débuter la vidéo, mais si vous n'avez pas encore vu le film FNAF, je vous conseille très fortement d'arrêter cette vidéo car je vais spoiler le film. Pour tous ceux qui l'ont vu, bon visionnage. Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Light et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Facecam dans laquelle je ne joue pas un personnage, c'est vrai que ça fait longtemps. Entre la creepypasta I Feel Fantastic et Affaire Inclassable 2 sur le film FNAF, des vidéos où je joue un personnage, dans la creepypasta je joue un personnage un peu flippant qui raconte l'histoire, et dans Affaire Inclassable je joue mon personnage qui s'appelle l'ultime théoricien. Donc voilà, ça fait longtemps que j'avais pas vu une vidéo facecam comme ça fait également très longtemps que je vous ai pas parlé de la chaîne, de ce qui va se passer, de que devient la chaîne, de que devient mon compte TikTok, des projets qui vont arriver, de ce qui se passe sur la chaîne aussi, parce qu'on a franchi beaucoup de paliers d'abonnés, notamment grâce à ma dernière vidéo qui a fait des scores excellents, merci à vous. Ce sera pas dans cette vidéo qu'on va en parler, puisque la prochaine vidéo de ma chaîne, ce sera tout simplement le bilan de mon année 2023. Comme je le fais chaque année, une review de l'année, et là on pourra un petit peu discuter de la chaîne. Aujourd'hui, le sujet est très chargé, c'est le film FNAF, donc on part directement avec le sujet principal de la vidéo. Et on va commencer avec la première partie qui va tout simplement vous parler de l'histoire du film au cours des années. Bien, on va refaire un petit peu de contextualisation avant de parler du contenu du film, puisque le film a eu une histoire très compliqué. Si vous êtes fan depuis longtemps de FNAF, vous savez que le film a eu une histoire très compliquée. Bien, FNAF 1 est sorti le 8 août 2014, et la plupart des autres jeux FNAF sont sortis en 2014 ou dans les années qui ont suivi. Les 4 premiers FNAF sont sortis en 2014 et 2015. En seulement 2 années, on a eu les 4 premiers jeux FNAF. Et après, Sister Location est sorti en 2016. Et c'est justement en 2015, après la sortie de FNAF 4, et donc après le succès de ces 4 premiers jeux, que Scott annonce qu'un film va être réalisé sur Five Nights at Freddy's avec Warner Bros, société de production de cinéma que vous devez très bien connaître, c'est l'une des plus grosses. Le problème c'est que Warner ne souhaitait pas faire un film pour les fans comme Scott le voulait. Warner voulait surtout adapter chaque jeu en un film différent, donc 4 films pour les 4 premiers jeux, et juste en faire une pompe à fric monstrueuse. Vraiment, c'était juste leur volonté. Ils voulaient absolument pas respecter les fans. Les scénarios, ça avait été dit par Scott sur Reddit quand il a dit qu'il avait justement décidé de quitter le projet. Les scénarios étaient vraiment fades, nuls et clichés au possible. Leur but à Warner, c'était juste de faire de l'argent sur le dos des fans de la série qui attendaient des films qui allaient respecter les jeux. Sauf que là, Warner ne connaissait absolument pas le lore de FNAF et les scénarios n'avaient aucun sens avec les personnages de l'histoire des jeux FNAF. Bref, une catastrophe. Donc bien évidemment, Scott n'était absolument pas d'accord avec les décisions qui étaient prises par Warner pour la direction qu'allaient prendre les films, et Scott a donc décidé de tout simplement couper les ponts avec Warner, et a décidé de quitter le projet et d'annuler ce projet de film Five Nights at Freddy's avec Warner. Warner qui d'ailleurs a probablement ragé de ne pas avoir les droits, et a donc réalisé un film inspiré de FNAF appelé The Banana Split Movie, qui est un magnifique nanar. Franchement, si vous voulez bien rigoler, que vous êtes fan de FNAF, je vous conseille ce film. Par contre, si vous voulez voir un film sérieux, c'est pas à regarder. Bref, après que Scott ait donc refusé de travailler avec Warner, on pensait tous que c'était foutu. Sauf que une autre boîte a repris le projet, puisqu'en effet, Jason Blum, le directeur de Blumhouse, a tout simplement proposé à Scott de reprendre le projet. Et que c'était donc Blumhouse, la société de production de films Blumhouse, qui allait s'occuper de réaliser ce film FNAF. Puis après ça, plus aucune news. Vraiment, silence radio. On ne savait absolument pas ce que devenait le film. On savait que Blumhouse avait repris le projet et que Scott était d'accord là-dessus, mais pas plus d'infos. Puis en 2020 sur Reddit, Scott nous poste un message qui s'appelle « Bad news about the FNAF movie ». Mauvaise nouvelle à propos du film FNAF. Et là, on était tous en mode « Oh putain de sa mère, le film il est annulé, mais bordel, mais putain ça fait des années qu'on attend ». Sauf que bien évidemment, c'était un troll de Scott. En réalité, il a évoqué dans ce post toutes les possibilités de script qui avaient été refusées, qu'ils avaient écrit avec lui, avec Jason Blum, avec les réalisateurs du film, etc. Notamment Emma Tammy qui réalisera plus tard le film cette année, on le sait maintenant, c'est elle qui l'a réalisé. Voilà, et il termine son message en disant que effectivement il a une mauvaise nouvelle à propos du film,
c'est qu'il n'y aura plus jamais de mauvais script puisque un bon script a été trouvé. Voilà, c'était juste ça en fait. C'était pour faire du troll et faire un peu flipper la commu. Et du coup, ce post Reddit nous informait tout simplement qu'un script avait enfin été trouvé pour réaliser le film FNAF. C'est le script définitif. Et maintenant, il n'y avait plus qu'à attendre que le début du tournage du film commence. Mais en tout cas, en 2020, on savait que le script était terminé. Sauf qu'au final, le film qu'on a eu n'est pas du tout le script qui avait été écrit en 2020. En effet, en 2020, Scott nous avait informé que le script allait suivre l'histoire de Michael Afton. On le sait, Michael Afton, c'est celui qu'on joue dans quasiment tous les jeux FNAF. Donc ça devait suivre l'histoire de ce personnage, Michael Afton. Et au final, vous le savez si vous avez vu le film, tout a été changé au dernier moment et je pense qu'ils ont complètement réécrit le script. C'est pour ça que le tournage n'a commencé qu'en 2023, malgré que le script était écrit en 2020 normalement. Puisque vous le savez, mais au final, le film a décidé de prendre un parti complètement différent et d'écrire une histoire différente des jeux. Ce qui fait que nous n'avons plus Michael Afton en personnage principal, mais Mike Schmidt, qui est une référence au gardien de nuit de FNAF 1, mais qui n'a aucun lien avec le Michael Afton qu'on connaît. C'est juste une référence au jeu. Parce que forcément, le premier gardien de nuit dans FNAF 1 s'appelait Mike Schmidt. Même si dans FNAF 1 on joue Michael et que Mike Schmidt c'est un pseudonyme, mais vous avez compris le délire. Mais finalement, qu'est-ce qui tombe en novembre 2022 ? Eh bien tout simplement, en novembre 2022, la news tombe. Le tournage du film FNAF commencera en février 2023. Et d'ailleurs, tous ceux qui me suivent sur TikTok, la grande majorité des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je le sais, surtout que c'est une vidéo FNAF, vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne depuis plus d'1 an en tout cas, j'ai posté mon tout premier TikTok news sur le film FNAF le 18 novembre 2022, au moment où on a eu l'information que justement le tournage du film allait commencer en février 2023. On a enfin eu des news sur le film Five Nights at Freddy's. Si vous êtes comme moi un grand fan de la franchise de FNAF, vous savez forcément qu'un film est en préparation depuis maintenant des années. C'était le tout premier TikTok news FNAF de mon compte. Et après, toutes les news sur le film FNAF sur TikTok au cours de l'année, qui ont terminé sur un total de 32 TikTok news sur le film FNAF dans l'année. Le premier étant sorti le 18 novembre 2022 et le dernier étant sorti à 18h le 27 octobre 2023, le jour où j'allais voir l'avant-première du film à 22h. Et à 18h, le dernier TikTok news était posté. Bon, aujourd'hui, si vous allez sur mon compte TikTok, il n'y a pas du tout 32 TikTok dans la playlist, il y en a plus de 33 parce que mon avis sur le film FNAF, je l'ai mis dans la playlist, et je vais aussi mettre les TikTok qui concernent le film FNAF, comme par exemple le box-office, les easter eggs, etc. Bref, on n'est pas ici pour parler de TikTok. Mais je voulais quand même relever ça, parce que quand même, c'est des TikTok qui ont tous fait des scores incroyables. Il n'y en a pas un seul qui a fait en dessous de 20 000 vues, et il y en a même très peu qui ont fait en dessous de 50 000 vues. Il y a vraiment une énorme communauté qui m'a suivi toute l'année sur TikTok pour les news sur le film FNAF, parce que j'étais littéralement le seul en France à faire ça. C'est un peu dommage. Mais du coup, c'est une partie de l'année que je ne pouvais pas oublier. Puisque la plupart des personnes qui me suivent aujourd'hui sur YouTube viennent du compte TikTok en fait, tout simplement. Et puis après plusieurs mois d'attente après le tournage, le tout premier teaser du film FNAF tombe et nous annonce la date de sortie du film FNAF. Le 27 octobre aux États-Unis. Bon, à la base le film devait sortir le 22 novembre en France. Au final, Universal France a décidé de changer la date pour l'avancer au 8 novembre en France. Mais au final, il y a eu des avant-premières aux États-Unis et au Royaume-Uni le 26, et en France, les avant-premières étaient le 27 octobre, dans les pâtés Gaumont uniquement. Tout ce qui est Kinépolis, CGR, etc., les avant-premières, c'était le 31 octobre. Mais en tout cas, pour ma part, je me suis rendu à l'avant-première du 27, c'est-à-dire le jour de la sortie officielle du film aux US, etc. et dans quasiment tous les autres pays du monde parce que la France est l'un des rares pays à avoir eu une date aussi décalée par rapport au reste. Aujourd'hui, la trilogie est à 90% confirmée, je dis 90% parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'ils annulent tout à la dernière minute. Et du coup, je vous conseille, si vous ne le faites pas encore, parce que peut-être que certains me découvrent avec cette vidéo, de me suivre sur mon compte TikTok qui est en description et qui s'affiche ici actuellement, puisque bien évidemment, je couvrirai toutes les news sur le deuxième film FNAF sur ce compte dès qu'elles sortiront, tout comme je l'avais fait pour le premier. Et voilà ce qui conclut cette première partie sur l'histoire du film et ce qui s'est un peu passé depuis que le film avait été annoncé en 2015 jusqu'à sa sortie officielle en 2023. Maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu si vous avez vu le TikTok qui en parle, mais c'est tout simplement mon avis sur le film. Bon, pour ceux qui ont déjà vu mon TikTok, désolé, mais du coup je vais beaucoup me répéter. Mais ça va être un petit peu plus précis, un petit peu plus long, vu que sur TikTok on est limité à 10 minutes. De toute façon, vous le voyez, la vidéo fait sûrement déjà plus de 10 minutes. Bien déjà, au niveau de la vie générale, j'ai mis 2 notes à ce film. Je lui ai mis une note en tant que film d'horreur, et une note en tant qu'adaptation des jeux Five Nights at Freddy's tout simplement.
En tant que film d'horreur, je mets au film un 11 sur 20. C'est pas un film d'horreur qui fait très peur, c'est clairement pas le film d'horreur de l'année si on est seulement fan de films d'horreur. Pour apprécier vraiment le film à sa juste valeur, il faut être fan de FNAF, donc c'est un film qui contient très peu de jumpscares, mais qui a quand même pas mal d'éléments d'horreur qui sont bien respectés. Que ce soit l'ambiance de certaines scènes, la tension de certaines scènes, les quelques petits jumpscares qu'il y a eu pendant le film, même s'il y en a très peu, et l'utilisation de certaines scènes un petit peu gore, même si le gore n'est pas présent abondamment dans le film, mais il y en a un petit peu quand même, et il est très bien utilisé. Mais le film reste plus en général un thriller dramatique plutôt qu'un film d'horreur. Mais bon, vu que Blumhouse c'est une boîte qui fait quasiment que des films d'horreur, les gens ont attaché FNAF et films d'horreur, alors que Blumhouse en a fait en réalité un thriller dramatique. Et pour ce qui est de la note que je donne à ce film en tant que film adapté de Five Nights at Freddy's, eh bien c'est tout simplement un 20 sur 20. J'ai rien à redire à ce niveau-là, donc je lui mets la note de 20 sur 20. Et vous savez que je n'aime pas mettre des 20 sur 20. Donc si j'en mets un, c'est qu'il est vraiment honnête pour le coup. Au niveau de l'ambiance, le film a été très bien géré. À chaque fois, l'ambiance de la scène et la musique qui est utilisée dans cette scène collent parfaitement. On a les scènes en extérieur de la pizzeria, que ce soit à l'école, quand Mike a rendez-vous avec la psychologue, quand Mike est à son boulot et qu'il tabasse le père d'un enfant en pensant que cet adulte avait essayé d'enlever cet enfant justement, les moments où il est chez lui et qu'il discute avec Abby, le moment où il est dans le bureau de Steve Raglan, aka William Afton du coup, c'est très bien géré à chaque fois. Et bien évidemment, les scènes dans la pizzeria sont franchement super réussies. L'ambiance de la pizzeria a été refaite à merveille. Déjà la pizzeria, les décors sont super franchement. Les décors ressemblent vraiment à la pizzeria du 1 comme on l'imaginerait. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de la voir en entier, on la voit qu'à travers des caméras de sécurité de nuit, mais c'est exactement comme ça qu'on s'imagine la pizzeria de Five Nights at Freddy's de FNAF 1 tout simplement. Avec le placement de la scène avec les 3 animatronics dessus, la petite scène de Foxy à côté, la Pirate Cove, l'emplacement des couloirs, l'emplacement du bureau de sécurité de Mike, tout a été respecté. Bien évidemment, l'agencement du bâtiment n'est pas exactement le même que dans FNAF 1, il y a des pièces qui sont différentes, comme par exemple la pièce Part and Service, dont le décor est super détaillé, il me suffit de vous mettre cette image pour que vous voyez à quel point les détails dans le décor ont été bossés. Bien évidemment, la pièce Part and Service ne ressemble pas à ça dans le jeu, et surtout, elle ne se trouve pas à cet endroit dans le jeu non plus, mais forcément, il fallait faire quelques petites concessions, forcément. Et puis, de toute façon, on l'a déjà dit, mais le film se passe dans un univers différent des jeux. Ce n'est pas du tout le même lore, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, c'est normal, encore une fois, que le bâtiment ne soit pas le même, que l'histoire ne soit pas la même, etc., etc. En tout cas, je n'ai rien à redire sur l'ambiance. Toutes les scènes ont été bien réussies. Que ce soit l'ambiance de la scène où le groupe de Max s'introduit dans la pizzeria pour la dégrader et que les animatronics les tuent un par un, on ressent quand même la tension dans cette scène et le fait que tout le monde se fait buter, puisqu'ils se font littéralement tous buter à ce moment-là. La scène où Mike y retourne seul et qu'il se fait attaquer dans son rêve par les enfants pour au final finir par se faire attaquer dans la vraie vie par les animatronics, qui tenteront d'ailleurs de le mettre dans le costume de Torture Freddy. L'ambiance de la scène du fort dans laquelle les animatronics sont gentils avec Abby pour l'amadouer et gagner sa confiance, puisqu'au final ils comptaient la tuer pour qu'elle devienne comme eux. Même cette scène-là est bien gérée, on sent que d'un seul coup ça devient un peu plus joyeux et un peu moins flippant. D'ailleurs l'ambiance colorée de la pizza avec tous les jeux d'arcade, les lumières de la scène et la performance des animatronics quand ils chantent la musique iconique du film When You're Talking in Your Sleep, qui fait référence tout simplement à Mike quand il fait des rêves. La chanson fait référence à tout simplement au personnage de Mike pendant tout le film, et c'est très bien choisi, et franchement la chanson est très cool. Bah pareil, quand toute cette ambiance colorée des jeux d'arcade, de la performance du show, des animatronics et tout a lieu, c'est aussi très bien respecté. Surtout qu'on n'a jamais l'occasion de les voir vraiment en showtime dans les jeux. C'est vraiment la première fois qu'on peut les voir de cette manière-là. Surtout que là, c'est des animatronics qui ont été réalisés pour le film. Voilà, c'est pas de la CGI, c'est des vrais costumes. Freddy, Bonnie et Chica sont des costumes dans lesquels se trouvent des vrais acteurs. Et Foxy, pour le coup, c'était le seul réel animatronics du film, parce que personne ne pouvait se mettre dedans, puisqu'on voit son endosquelette. Et surtout, pour moi, la scène dont l'ambiance a été le mieux réussie, c'est la scène finale, quand Spring Bonnie, donc William Afton à l'intérieur de son costume, arrive à la fin du film, et s'ensuit du coup la scène finale avec William jusqu'à ce qu'il se fasse Springlock, etc., etc. C'est pour moi la scène dont l'ambiance a été le mieux réussie, et c'est d'ailleurs pour moi la meilleure scène du film. À partir du moment où il arrive, jusqu'à ce qu'il se fasse Springlock et que le reste des personnages, du coup Abby, Mike et Vanessa, s'enfuient du restaurant, pendant que le restaurant s'effondre et tombe en ruine littéralement. Au niveau de l'horreur, comme je l'ai dit, c'est le seul point où ça manque cruellement d'horreur. Encore une fois, comme je l'ai dit, le film n'est pas un film d'horreur. Il y a très peu de jumpscares, il y en a, j'en ai compté au moins 4 ou 5 jumpscares, donc il y en a quand même, mais ils sont très peu nombreux.
Même si la plupart des jumpscares font assez plaisir, je vais pas vous mentir, le fait que par exemple Foxy se retrouve au bout du couloir et d'un seul coup se retrouve à courir devant le personnage, avec d'ailleurs le bruit du jumpscare de FNAF 1, puisque c'est exactement ce bruit qui a été utilisé pour le film. D'ailleurs désolé de ne pas mettre beaucoup d'images du film, mais tout simplement en fait si j'en mets, je risque de me faire striker. Mais du coup voilà, la plupart des jumpscares c'était surtout ce jumpscare là qui était très fan service, puisque c'est tout simplement une référence tout simplement à FNAF 1, et ça m'a fait très plaisir d'ailleurs de voir cette scène, je l'ai beaucoup appréciée. Mais voilà, peu de jumpscares, peu de moments réellement horrifiques qui font réellement peur, même s'il y en a des moments de tension, quand Mike est dans la pizzeria et qu'il dort et qu'on voit par exemple Foxy dans l'ouverture de sa porte, prêt limite à lui foncer dessus, à l'attaquer, voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas autant d'horreur que ce à quoi on aurait pu s'attendre, vu que FNAF c'est quand même un jeu qui à la base est basé sur les jumpscares. Pour ce qui est du gore et de la violence, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints que le film n'était pas assez gore par rapport au jeu. Sauf que le gore dans les jeux, les gars, c'est ça le gore dans les jeux. C'est des scènes pixelisées. Vous êtes trop habitués à regarder les VHS de la scène des Springlock de William, ou quand on voit le corps des gosses dans les animatronics avec du sang partout. C'est pas ça FNAF. Ça c'est des VHS. C'est quelque chose qui est fait par les fans, qui n'a pas été fait par Scott lui-même. Dans les jeux, il y a absolument pas de gore. Le seul truc le plus gore qu'on ait dans les jeux à la limite, c'est le fait que quand Springtrap ouvre son visage, on voit le corps putréfié littéralement en train de pourrir de l'intérieur de William. C'est le maximum qu'on voit dans le jeu. Que ce soit la morsure de 87 qui d'ailleurs n'est jamais montrée dans les jeux, ou la morsure de 83 sous forme de pixels, ou la scène des Springlock aussi sous forme de pixels, ce n'est jamais gore. Et surtout la scène des Springlock dans les jeux est pas réaliste puisque tu peux pas avoir du sang qui gicle comme ça. Mais ça c'est un autre débat. Non, le film utilise le gore et la violence à bon escient. Surtout que j'en parlerai sur TikTok parce que c'est un TikTok que je prévois, mais il y a des scènes qui ont été coupées dans le film, qui étaient dans le script à la base et qui n'ont pas été tournées. Par exemple quand la bande de Max s'introduit dans la pizzeria, tout simplement Bonnie devait littéralement planter sa guitare au travers de la gorge de Hank. Carl, on devait voir le cupcake relâcher sa prise et le voir avec le visage arraché. Même si on le voit dans une scène du film plus tard, mais on aurait dû le voir de manière encore plus explicite, parce que là où, dans le film, on le voit plusieurs jours après la mort de Carl, là pour le coup, dans le film, on l'aurait vu juste après que c'est arrivé, donc beaucoup plus sanglant, et Jeff aurait dû se prendre un coup de crochet par Foxy qui lui aurait arraché la moitié du visage, tombant par terre et révélé un bout de son cerveau. C'est limite un peu trop gore. Que si ces scènes-là avaient vraiment été tournées, c'est tellement gore que le film ne serait jamais passé en PG-13. Le film serait passé -16 directement, voire même -18 en fonction de à quel point les scènes étaient bien réalisées. Mais je pense qu'on n'aurait pas été jusque là, mais ça aurait clairement été un -16. Et le film aurait beaucoup moins marché s'il avait été -16. Non, le gore a été utilisé à très bon escient, il y en a quand même des scènes gore, je veux dire. Le visage de Carl après s'être fait déchiqueter par le cupcake, on le voit quand Mike retrouve le corps de tout le monde dans la réserve. Max qui se fait bouffer et littéralement couper en deux par Freddy, on le voit sous forme d'ombre et on voit son corps tomber. Pareil pour William Afton, on la voit la scène des Springlock. Et d'ailleurs, il y en a qui disent qu'elle n'était pas violente, mais elle est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire, c'est comme ça que des vrais Springlock marcheraient en fait. Et le fait qu'ils ne crient pas, ou le fait qu'ils disent I always come back très vite, c'est tout simplement parce que dans ces moments-là, en général, tu vas pas prendre le temps d'articuler ou quoi que ce soit. Hein, c'est pour ça qu'il dit la phrase avec cette intonation et avec autant de rapidité. Moi je trouve que la scène des Springlock a été super bien réussie. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui s'attendaient limite à ce qu'on voit des flashbacks de William en train de tuer les gosses, de leur arracher les bras, de les foutre dans les robots et de leur planter les parties d'animatronics à travers le corps. Il y en a qui s'attendaient peut-être à voir justement les scènes dont j'ai parlé avec la bande de Max, ou même le fait que les Springlock auraient littéralement broyé William au visage avec les yeux qui sortent et tout, parce que c'est comme ça que la scène est décrite dans la plupart des VHS et tout. Non, FNAF c'est pas du gore excessif à outrance, c'est pas ça FNAF. Pour moi le gore et la violence ont été utilisés à très bon escient. Les personnes qui veulent voir du gore, vous allez voir Saw ou Terrifier, mais vous n'allez pas voir FNAF. Pour ce qui est des décors et des animatronics, franchement, pour les décors j'en ai déjà parlé, j'ai rien à redire, la pizzeria est magnifique, que ce soit de l'extérieur, ça fait vraiment pizzeria typique des années 80, avec le petit signe en néon comme ça, Freddy Fazbear Pizza Place, ou l'intérieur. On a vraiment l'impression de retrouver la pizzeria, la Freddy Fazbear Pizzeria littéralement. Même si dans le film elle s'appelle Freddy Fazbear Pizza Place, qui est censée être la pizzeria de FNAF 6, mais encore une fois, on l'a dit, le lore du film n'a rien à voir avec les jeux. Mais si je reparle du décor, c'est surtout pour parler des animatronics. Jim Henson Company a fait un travail magnifique sur les animatronics. Je veux dire, regardez littéralement, c'est incroyable. On dirait vraiment de vrais animatronics qui auraient pu être créés à l'époque pour une vraie pizzeria, un parc ou je ne sais quoi. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy,
ils sont tous magnifiquement bien réalisés. Les trois, à savoir Freddy, Bonnie et Chica, ce sont des costumes. Il y a des acteurs à l'intérieur qui font bouger les costumes comme si c'était des robots, ce ne sont pas de réels animatronics. Par contre, Foxy, lui, c'est un vrai animatronics. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans le film, tu ne peux pas mettre un comédien à l'intérieur parce que tout simplement on voit les parties d'endosquelette de Foxy. Donc oui, ils ont créé un vrai animatronics pendant le tournage du film, Foxy. D'ailleurs, petite anecdote qui avait été révélée par Emma Tammy, mais à un moment, pendant une certaine scène du film, le bras de Foxy avait commencé à prendre feu. Voilà, c'est pas une blague, ça s'est vraiment passé. Il n'y a pas eu de gros dégâts sur l'animatronics, mais c'est quelque chose qui est arrivé pendant le film. Bref, voilà. Les costumes sont magnifiques et le costume de Spring Bonnie, je le trouve magnifiquement bien réalisé aussi. Là où dans les jeux, le costume de Spring Bonnie n'est pas flippant parce qu'il ressemble à ça, je vous rappelle que ça c'est Springtrap, ça n'a rien à voir. Là c'est Spring Bonnie parce que William est encore vivant à l'intérieur. Là dans le film, il est beaucoup plus flippant que dans les jeux. Déjà, il est déjà détérioré, ce qui n'est pas le cas dans les jeux, prouvant qu'il s'est peut-être déjà passé des choses avec. Et surtout, il est terrifiant, que ce soit au niveau des yeux blancs, des dents, je veux dire, ce plan, il fait beaucoup plus peur que ça. Donc franchement, le costume a été super bien réussi. Le costume de Spring Bonnie est parfaitement menaçant et parfaitement terrifiant. Ça va très bien au personnage de William. Après, à voir à quoi ressemblera le costume détérioré avec le corps de William qui pourrit à l'intérieur, littéralement à quoi ressemblera Springtrap dans la suite. Mais en tout cas, Spring Bonnie, je pense que c'est parmi tous les costumes, celui qui a été le mieux réalisé. Au niveau des personnages et du jeu d'acteur, pareil, j'ai rien à redire, surtout qu'on a des acteurs qui avaient déjà fait leurs preuves. Je veux dire, l'acteur qui joue Mike Schmidt, c'est celui qui joue Pita dans Hunger Games, donc il avait déjà fait ses preuves en tant qu'acteur. Et Matthew Lillard, pareil, c'est quelqu'un qui a joué Sammy dans les films Scooby-Doo, mais surtout qui a joué Stu dans Scream 1. Il a déjà joué un personnage fou, tueur en série. Et il avait déjà fait ses preuves dans Scream 1, sa performance était très bonne. Donc on savait qu'il serait très bon dans le personnage de William Afton, qui est lui aussi un tueur en série, un fou, littéralement. Un gars qui est complètement fou et qui tue des gosses. Le jeu d'acteur est très bon, surtout le jeu d'acteur de William, que ce soit au début, dans son bureau, en tant que Steve Raglan, qui est le nouveau nom, la nouvelle identité qu'il s'est créée pour ne pas avoir de problème avec la police, je suppose. Il joue très bien dans cette scène, et il joue aussi très bien dans la dernière scène, quand on se rend compte que sa vraie personnalité, c'est littéralement ça, un malade mental tueur d'enfants qui revient dans la pizzeria pour tuer Abby et tuer Mike après avoir déjà tué son petit frère dans le passé, comme il le dit, avec la fameuse phrase qui a fait beaucoup effet en Angleterre dans la VO, Symmetry my friend, et également pour tuer Vanessa, même si au final elle survit malgré qu'il lui ait planté un couteau dans le ventre. Elle survit. En tout cas, à la fin, on la voit à l'hôpital et elle est pas encore morte. Et je pense pas qu'ils la feront mourir dans les prochains films, honnêtement. Au niveau de la musique, j'ai rien à redire. Toutes les musiques sont géniales. Déjà, l'idée de mettre la musique de The Living Tombstone de FNAF 1 dans les crédits de fin, c'était la meilleure idée possible parce que cette musique est littéralement considérée comme toute la communauté, comme l'hymne littéralement de la communauté Five Nights at Freddy's. Donc c'était la meilleure musique à choisir pour les crédits de fin. Et ensuite, toutes les musiques qui ont été créées spécialement pour le film par les Newton Brothers ont toutes été réussies. Franchement, ils ont fait un travail magnifique, bravo à eux parce que toutes les musiques sont géniales. À chaque fois, la musique colle parfaitement au thème. Mention spéciale d'ailleurs à ma musique préférée du film, dont je ne mettrai pas d'extrait pour ne pas avoir de copyright, mais en tout cas, c'est la musique que j'utilise en fond de mon TikTok à vie sur le film FNAF, parce que sur TikTok, on peut utiliser cette musique sans avoir de problème de droit d'auteur. Elle est disponible sur TikTok. C'est la musique qui s'appelle tout simplement Five Nights at Freddy's. C'est la musique du générique de début. C'est ma musique préférée de tout le film. Et enfin, parlons du scénario et du lore du film. Alors ça fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de personnes ont râlé sur le fait que le film ne respectait pas le lore des jeux. On le savait depuis mars-avril. En mars-avril, ça avait été annoncé que le scénario du film, le film ne suivrait pas le lore des jeux. Malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas eu l'info et qui du coup ont râlé. Voilà. Le film ne suit ni le lore des jeux, ni le lore des livres. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire que le film suivait à 100% le scénario du roman The Silver Eyes. Alors non. Parce que William a jamais eu de fille qui s'appelait Vanessa dans les romans. Dans les romans, William a la même famille que dans les jeux. Michael, le Crying Child et Elizabeth. Il a jamais eu de fille qui s'appelait Vanessa. Non, le film crée son propre lore, son propre univers et sa propre histoire en s'inspirant des jeux et des livres. Puisque le film garde quand même les principaux éléments de FNAF. Je veux dire, il y a toujours des gosses qui hantent les animatronics et qui du coup les animatronics sont possédés. Il y a toujours William Afton qui est là en tant qu'antagoniste principal et tueur d'enfants. Voilà, il y a toujours le principe du garde de nuit. Non, les grosses lignes de ce qui fait l'essence de FNAF ont été gardées. Mais sinon, oui, le scénario a été changé. Et c'est pas une mauvaise chose. Franchement, je préfère avoir un film avec un nouveau lore et découvrir un nouveau lore
plutôt que d'avoir un film sur le lore des jeux FNAF que je connais par cœur, que j'ai revu des dizaines et des centaines de fois parce que je suis théoricien, non, ce lore je le connais par cœur, ça m'aurait pas intéressé qu'un film me raconte tout ce que je sais déjà depuis des années et des années. Non, un nouveau lore c'est beaucoup mieux, ça permet en plus à ceux qui ne connaissent pas FNAF ou qui sont arrivés récemment dans la communauté et qui ne connaissent pas le lore d'aller voir un film qui n'est pas trop bordélique et qui du coup ne reprend pas le lore des jeux. Et au niveau de la cohérence, je trouve que justement la cohérence de ce lore est très bonne. Ils ont créé un nouveau lore plus simple dont la cohérence est très bonne. Le fait que Vanessa soit la fille de William Afton, c'est pas déconnant. Encore une fois, oubliez les jeux et les livres, on parle pas de ça là. C'est pas déconnant. C'est pour ça qu'elle en sait autant sur la pizzeria, qu'elle sait que les robots sont hantés par des gosses, qu'elle sait tout littéralement de la pizzeria quand elle va voir Mike et qu'elle voit qu'il est blessé, elle dit je sais où se trouve la trousse de soins. Bah oui, parce que littéralement cette pizzeria elle la connaît comme sa poche. C'est littéralement la fille de celui qui a créé la pizzeria. Voilà, et on sent qu'il y a un lore un peu plus deep qui arrivera dans la suite, que ce soit savoir pourquoi William a commencé à tuer des enfants. On saura dans les prochains films les origines de tout. Également pourquoi William a kidnappé Garrett. Bon, pour moi, c'est qu'il y a une théorie, c'est que le père de Mike s'appelle Henry. Bon, pas Henry et Emily comme dans les jeux, mais Henry Schmidt. Et qui a un délire un peu similaire que celui dans les jeux. C'est-à-dire que Henry a dû bosser avec William. Et du coup, au lieu de Charlotte, la fille d'Henry qui devient la Puppet, là du coup, selon moi encore, selon mes propres théories, la Puppet ce serait Garrett, le petit frère de Mike, qui l'a entré. Mais bref, voilà. Le lore du film a l'air d'être intéressant et sera sûrement développé dans les prochains films. Voilà pour ce qui concerne mon avis plus précis sur le film FNAF. Maintenant passons à la troisième partie de la vidéo. Toutes les références et les easter eggs cachés dans le film Five Nights at Freddy's. Bien, donc je vais essayer de vous mettre au maximum les images que je peux sans avoir de problème de copyright, mais je vais essayer de mettre le maximum d'images possible pour bien illustrer tous les easter eggs et références du film FNAF. Donc je vais essayer d'en mettre le plus possible. S'il y en a certaines qui n'ont pas d'illustration, je mettrai une image fixe, mais voilà. Je vais essayer au maximum de toutes les mettre, donc voici toutes les références et easter eggs du film FNAF. Si vous en avez manqué certaines, peut-être que du coup je vais vous en faire remarquer certaines que vous n'aviez pas vues. Les plans de caméra sur les écrans de Mike et dans les nombreux trailers du film qui rappellent du coup ceux du 1. Chica attaque dans la cuisine et Bonnie attaque dans le placard. Tout comme les pièces dans lesquelles il reste dans le premier jeu, Chica dans la cuisine et Bonnie dans le petit placard à côté de votre bureau. Le générique en pixel 8 bits qui est un hommage aux jeux d'arcade des jeux originaux dans lequel le lore est raconté, comme les mini-jeux de FNAF 2 ou FNAF 3. L'iconique Dum 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 de Foxy et le son du jumpscare de FNAF 1 lorsque Foxy attaque. Le livre de Mike intitulé Dream Theory qui fait référence à la très controversée théorie des rêves de FNAF 4. On peut voir une boîte similaire à la boîte de FNAF 4 dans le bureau de Steve Raglan au début lorsque Mike va le voir pour trouver un nouveau job. Et c'est sûrement effectivement une référence à la fameuse boîte de FNAF 4 dont on ne connaît toujours pas le contenu à l'heure actuelle. La figurine de Balloon Boy qui est à l'origine de nombreux jumpscare trolls dans le film qui est bien évidemment une référence évidente à l'animatronics de FNAF 2 Balloon Boy. La phrase classique et très connue de Golden Freddy X Me qui apparaît sur une vitre avec de la buée dans le bureau de Mike. La Puppet est présente dans le film. Elle apparaît 2 secondes à peine derrière Chica lorsque Mike découvre les animatronics. Elle est très bien cachée. Si on regarde uniquement le film, on ne voit que 2 petits points blancs, mais si on augmente la luminosité de l'image, on voit effectivement la forme de la Puppet, avec le visage rond de la Puppet, le masque, la sorte d'énorme sourire, et le long corps, avec même les stries noires et blanches que l'on peut voir. Et franchement, elle a une apparence beaucoup plus flippante que dans les jeux. Je sais pas si c'est ce design qui sera utilisé si jamais la Puppet apparaît dans le deuxième film FNAF, mais en tout cas, elle fait très très peur dans cette image. Le youtubeur MattPat de la chaîne Game Theory qui apparaît en tant que serveur et qui prononce d'ailleurs sa célèbre phrase « It's just a theory ». Le t-shirt de l'un des membres du groupe de Max, Carl, celui qui se fait attaquer par le cupcake, est une référence au mini-jeu Midnight Motorist de FNAF 6 Pizzeria Simulator. Dans la réserve, on peut voir les costumes de Sparky et Shadow Freddy. Sparky était une légende urbaine dans FNAF 1, comme quoi il existait un 6e animatronics en plus du groupe classique des 4 et de Golden Freddy, qui était un chien appelé Sparky. C'était une fausse rumeur avec des faux screens, mais Scott a souhaité rendre hommage à cette fausse rumeur du premier jeu en incluant Sparky dans le film. Et Shadow Freddy est une référence évidente au personnage de Shadow Freddy qui peut apparaître dans FNAF 2 et qui est un easter egg. Le costume à Springlock de poupée dans lequel Chica essaye de mettre Abby n'est pas une référence à Circus Baby de Sister Location,
mais c'est bel et bien une référence à un personnage des romans Fazbear Fright. Très précisément le 3e roman. Cette poupée s'appelle Ella et elle est sur la couverture de ce tome. Bon, easter egg que tout le monde a remarqué, mais bien évidemment, durant la scène des Springlock, William Afton prononcera son très célèbre I Always Come Back. Autre easter egg que vous n'avez pas pu manquer, mais la musique de FNAF 1 de The Living Tombstone a été utilisée dans les crédits de fin. Musique qui est considérée comme l'hymne de la communauté Five Nights at Freddy's depuis des années. Après la musique de The Living Tombstone, la music box de la Puppet se lance. Enfin, dernier easter egg du film, pendant que cette musique de la Puppet se joue, on peut entendre la même voix que dans les mini-jeux de FNAF 2 épeler la phrase « Come find me » lettre par lettre. Avec la musique de la Puppet en fond et le fait que cette voix soit utilisée dans les mini-jeux qui représentent la Puppet dans FNAF 2, c'est très probablement un message de la Puppet qui nous dit donc « Come find me », venez me chercher. Et où est-ce que nous irions chercher la Puppet ? Eh bien, nous irons la chercher dans le 2e film. Voilà, ce sont tous les easter eggs qui étaient cachés dans le film Five Nights at Freddy's, easter eggs, références à la communauté, etc. Maintenant, passons à la partie 4 de cette vidéo, mes théories rapides sur ce qui pourrait arriver dans le 2e film. Donc cette partie va être assez rapide, mais en gros je vais quand même parler de ce qui, je pense, pourrait arriver dans le 2e film. Déjà, beaucoup pensent que le film pourrait s'arrêter là et que c'est une fin concluante. Sauf qu'en réalité, non. À la fin, Vanessa est toujours à l'hôpital, et on ne sait pas si elle s'en sort. Ce sera sûrement expliqué dans le 2e film. William n'est pas mort non plus dans le costume de Springtrap. On le voit à la fin du film, William est censé être mort après ce qui lui est arrivé. Or, on voit qu'il est encore dans le costume en train de bouger. De toute façon, on le sait, William le dit en mettant son masque, il le dit, I always come back. Parce qu'il sait très bien que les enfants possèdent les animatronics. Donc il sait que lui aussi à son tour, s'il meurt dans Springtrap, il pourra posséder le costume. Ensuite, les enfants ne sont pas apaisés. Les enfants possèdent toujours les animatronics à la fin du film. D'ailleurs, on voit le gosse blond qui possède Golden Freddy. Voilà, les enfants ne sont pas du tout apaisés. Et surtout, le plus gros indice, c'est quand même la Puppet avec sa music box. C'est-à-dire, le fait qu'on ait la music box de la Puppet à la fin et la voix des mini-jeux de FNAF 2 qui représente la Puppet qui dit littéralement « Come find me » à la fin du film, qui veut littéralement dire « Viens me chercher », c'est clairement un message de la Puppet, donc Garrett, le petit frère de Mike, qui s'adresse directement à son frère en lui disant « Viens me chercher » dans un autre restaurant ou quelque chose comme ça. Et également un message subliminal aux téléspectateurs, la Puppet disant aux spectateurs du film « Venez me chercher », ou bah venez me chercher dans le prochain film, le 2e, où la Puppet du coup apparaîtra, c'est quasiment sûr à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit, du coup la Puppet sera effectivement hantée par Garrett, car dans les jeux, la Puppet est hantée par la première victime de William Afton, Charlotte, la fille de Henry. Sauf que là, dans les films, on le sait, la première victime de William, avant les enfants qui entreront, Chica, Bonnie, etc., c'était Garrett, la toute première victime de William. Ce qui fait que donc dans la logique, Garrett devrait être celui qui hantera la Puppet dans le prochain film. Et en ce qui concerne les motivations de William sur pourquoi il aurait tué Garrett, eh bien c'est tout simplement car le père de Mike connaît William. C'est pas confirmé dans le film, mais je pense qu'on part dans un scénario similaire à la Henry Emily dans les jeux. Vous savez, dans les jeux Henry Emily, c'est l'acolyte de William Afton et William tue la fille de Henry, Charlotte, en tant que première victime. Là, il y aurait de grandes chances que le père de Mike s'appelle aussi Henry, mais cette fois-ci Henry Schmidt, et du coup William aurait tué le fils de Henry Schmidt, Garrett Schmidt. Pour quelle raison ? On ne le sait pas encore, mais ce sera sûrement expliqué dans le 2e film. Quelles étaient les motivations de William pour tuer cet enfant. C'est pour ça que William Afton, au début du film, lorsqu'il lit le nom de famille de Mike sur sa fiche, reconnaît le nom de famille. En lisant Mike Schmidt, il s'interrompt au milieu du nom de famille et regarde Mike en le dévisageant presque. Preuve qu'il reconnaît le nom de famille et que donc la personne qu'il a en face de lui, Mike Schmidt, c'est le 2e fils de Henry Schmidt. Par contre, qu'est-ce que Henry devient ? On n'en sait rien. Peut-être qu'on le verra dans le 2e film, mais en tout cas, Mike nous dit qu'il a très mal vécu la mort de sa femme. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait sur le père de Mike. Voilà pour ce qui est de mes rapides théories sur ce qui pourrait arriver dans le 2e film. Encore une fois, c'est que des théories, et vu qu'on a très peu d'éléments pour tout ce qui est l'histoire de ce Henry Schmidt et de Garrett dans la Puppet, voilà. C'est juste des théories, mais effectivement, c'est ce qui serait le plus probable d'arriver. Je pense, en tout cas selon moi, le scénario se dirige beaucoup sur ça, en tout cas, il nous oriente beaucoup à penser ça. Maintenant, on va passer à la 5e partie de la vidéo, qui sont les chiffres et les avis du film.
Bien, donc pour commencer cette partie, je vais répondre à certaines critiques qui ont été émises sur le film. En particulier 5 critiques qui reviennent beaucoup et qui sont celles que j'ai vu le plus revenir sur TikTok, notamment dans les commentaires de mes vidéos. La première critique, pas assez de gore. Bon bah ça j'y ai déjà répondu précédemment dans la vidéo, mais le lore dans les jeux, c'est des pixels. Y a pas besoin que le lore soit abusif dans le film, le gore et la violence ont été très bien utilisés dans le film. Les personnes qui voulaient voir du gore extrême, c'est des personnes qui ne connaissent pas bien le lore et qui se basent sur les VHS qui ne sont pas du tout canon dans les jeux et qui sont certes plus gore que les jeux. Voilà, FNAF c'est pas du gore à outrance. C'est un peu de gore, un peu de violence, beaucoup de gore et de violence surtout en sous-texte, puisque encore une fois, on sait que les gosses ont été tués et foutus dans les animatronics mais on ne le voit jamais dans les jeux. Donc encore une fois, voilà, la violence et le gore ont été très bien utilisés dans ce film. Deuxième critique, le film n'est pas flippant. Ça, je suis d'accord avec cette critique. Troisième critique, le film n'est pas comme le lore des jeux. Et bah ça c'est pareil, encore une fois, j'y ai répondu. On savait que le lore du film n'allait pas être le même lore que les jeux, ça avait été dit et redit, on le savait et il faut s'y faire, encore une fois, c'est très cool que le film amène un nouveau lore qu'on ne connaît pas. De toute façon, ça a toujours été comme ça dans FNAF. On a la timeline des jeux, la timeline des romans qui n'est pas pareil, parce que les événements dans les romans ne sont pas les mêmes que les jeux, il y en a certains qui sont similaires mais pas tous, et la timeline des films, il va falloir s'y habituer. Maintenant, il y a 3 timelines différentes avec celle des films qui vient de commencer. Et c'est une très bonne chose de changer le lore que plutôt de nous rabâcher encore une fois le lore qu'on connaît tous pour la plupart depuis des années maintenant. Quatrième critique, le film était trop court. Non, le film n'était pas trop court. Oui, certes, le film était tellement bien qu'on a l'impression qu'il a duré qu'1 heure, mais il n'était pas du tout trop court, au contraire, le film n'avait pas l'impression d'être rushé. Et en même temps, je pense que si le film avait été plus long, ils auraient rajouté des scènes qui ne servaient à rien et qui là pour le coup auraient donné l'impression que le film était vraiment long pour rien. Certes, il y avait la fameuse fausse rumeur comme quoi le film devait durer 3 heures, il y a une première version du film qui durait 3 heures certes, qui était tout simplement la version Director Cut, dans laquelle il y a toutes les scènes qui n'ont pas été gardées, les scènes inutiles etc, qui étaient gardées. Mais là, une fois que le film est monté, que toutes les scènes inutiles dont il ne voulait pas ont été supprimées, le film faisait 1h49. Et je vous rappelle qu'on n'aura pas qu'un seul film, on aura 3 films. Donc si les 2 prochains films durent pareil 1h50, 3 films d'1h50, c'est largement suffisant pour raconter l'histoire des 3 premiers jeux. Puisque oui, le premier film FNAF adaptait FNAF 1, le deuxième adaptera FNAF 2, et le troisième est censé adapter FNAF 3. En tout cas, s'il change pas le scénario d'ici là. Bien évidemment, encore une fois, toujours avec un lore différent. Puisque si le lore était respecté, FNAF 2 serait censé se passer avant FNAF 1. Or là, ce n'est pas le cas. Et surtout, quelque chose que j'ai pas mal remarqué, qui est une tendance que j'ai remarqué cette tendance tout simplement, puisque j'ai demandé à plusieurs personnes, que ce soit des nouveaux ou des anciens fans, et j'ai remarqué que cette tendance était plutôt vraie, mais en général, les nouveaux fans ont détesté, là où les anciens fans ont aimé. C'est-à-dire les anciens fans qui sont là depuis les premiers FNAF 2014-2015 ont adoré le film, tandis que les nouveaux fans qui sont là peut-être depuis seulement Help/Wanted / Security Breach, eux n'ont absolument pas aimé le film. Peut-être parce que eux, ils sont arrivés avec Help/Wanted Security Breach, là où à l'époque il y avait la mode des VHS, qui montrait donc plus de gore, plus de violence, etc. Aussi peut-être le fait que du coup ils connaissent mal le lore des premiers jeux FNAF, ce qui est adapté dans le film, peut-être le fait qu'ils ont détesté. Mais en tout cas, c'est une tendance que j'ai beaucoup remarquée. J'en profite aussi pour répondre à des critiques que j'ai vues dans 2 vidéos YouTube de 2 youtubeurs qui font tout simplement des critiques de cinéma, dont je ne vais pas les citer les pseudos pour éviter que vous alliez les insulter dans leurs commentaires. C'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé le film que vous devez aller les insulter, c'est leur avis. Mais en fait, des personnes tout simplement m'ont parlé de ces youtubeurs. Il y a même des gens qui se sont amusés à m'insulter dans les commentaires de ma vidéo TikTok dans laquelle je disais que j'avais bien aimé le film, en gros dans ma vidéo avis, qui m'ont insulté, qui m'ont dit que ces 2 youtubeurs-là, eux au moins, avaient un avis objectif sur le film. Non, c'est pas parce que eux n'ont pas aimé le film et qu'ils sont plus connus que moi je n'ai pas le droit d'avoir aimé le film. Je suis désolé, mais les personnes qui pensent ça, c'est que pour eux, leur dieu youtubeur favori a dit que le film était mauvais, donc moi aussi je dois trouver que le film est mauvais. Non, surtout que du coup, j'ai été regarder leurs vidéos à ces 2-là, et il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup d'arguments qui sont sortis qui ne vont pas. Il y a même un argument en particulier qui prouve que le gars n'a pas regardé le film. Donc je vais répondre à ces quelques arguments pour que les personnes qui m'insultent arrêtent de m'insulter, et en même temps ça me permettra du coup de reprendre certains faux arguments qui sont utilisés pour critiquer le film alors que c'est absolument faux pour le coup. Alors on savait que à l'époque où le film était chez Warner, Chris Columbus était censé réaliser le film FNAF. Sauf qu'au final, Chris Columbus a refusé le projet car il était en désaccord avec Scott. Pour le youtubeur que j'ai regardé, apparemment,
si Chris Columbus ne réalise pas un film, si son dieu Chris Columbus ne réalise pas le film, c'est forcément que c'était mauvais signe et que le film allait être mauvais. Non, grande nouvelle, c'est pas parce que Chris Columbus a refusé un film que le film va forcément être mauvais. C'est juste que Scott, qui est le créateur des jeux et qui a donc les pleins pouvoirs sur sa licence, n'était pas d'accord avec ce que Chris Columbus voulait faire, et de toute façon, on l'a déjà expliqué, Scott n'était pas du tout d'accord avec la politique que Warner voulait prendre pour ses films. Scott n'était pas d'accord avec le scénario qui avait été proposé, point. Et il se trouve que Emma Tammy, elle, a accepté le scénario de Scott. Mais bon, là on doit être sur le genre de personne qui ne jure que par des films de Nolan ou de Cameron, des grands réalisateurs, et qui pour lui, les petits réalisateurs, font juste des films de merde. Je sens qu'on est sur ce genre de personnes-là. Ensuite, toujours selon cette personne, le film ne rassemble que les clichés des films d'horreur. Alors si on veut partir sur les clichés des films d'horreur, dans ce cas-là, tous les films d'aujourd'hui sont des clichés de films d'horreur. Je veux dire, les jumpscares, il y en a partout. La musique qui descend au moment où il va y avoir un jumpscare, il ouvre la porte, il y a rien, ça apparaît derrière. Les silhouettes qui apparaissent dans les miroirs. Les silhouettes qui apparaissent au loin et qui disparaissent. Le personnage principal qui découvre une étrange porte, un étrange lieu, un étrange objet ancien dans sa maison, qui va ramener une malédiction, qui décide de l'ouvrir. Personnages qui se séparent, qui quand ils entendent un bruit dans la cave, ils y descendent. Tous les films d'horreur modernes sont des purs clichés de films d'horreur. Je suis désolé. Que ce soit La Nonne, que ce soit Annabelle, que ce soit Insidious, que ce soit The Boy, tous les films d'horreur d'aujourd'hui sont des purs clichés. Il y en a quelques-uns quand même qui arrivent à se sortir du lot, et heureusement, mais la plupart sont des clichés. D'ailleurs, un film que je vous conseille et qui sort très fortement des codes des films d'horreur habituels, et que j'ai vu, mais c'est un film qui date déjà d'il y a quelques années, c'est Unfriended Dark Web. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, vous allez voir, c'est très très bon. À la différence près que le film FNAF, encore une fois, je le répète, n'est pas un film d'horreur, mais un thriller dramatique. Donc oui, il y a des jumpscares, mais on est très loin de tous les clichés habituels que l'on peut voir, du style les personnages qui se séparent quand ils entendent un bruit, etc. Non, même le concept d'animatronics, c'est pas cliché. Selon lui, c'est cliché. Ah non, des films d'horreur avec des animatronics, à part The Banana Split Movie, qui est un nanar absolu, et qui est plagié de FNAF parce que c'est Warner qui a réalisé ce film, ou Willy's Wonderland, dont on va reparler après, qui est un nanar, mais d'une puissance avec Nicolas Cage, voilà, c'est les deux seuls films d'horreur, parce que oui, Willy's Wonderland est marketé comme un film d'horreur, c'est ça le pire, ce sont les deux seuls films. Mais c'est FNAF qui a apporté le principe des animatronics en tant que égérie slash personnage d'horreur du coup dans les jeux vidéo et maintenant dans le cinéma d'horreur puisque il y a un film FNAF qui est enfin sorti. On est très loin du cliché avec les animatronics et les animatronics c'est beaucoup moins utilisé dans les films d'horreur que d'autres films qui là pour le coup sont beaucoup plus clichés en utilisant des zombies, des poupées ou des esprits fantômes, etc. On a aussi lu l'argument du le film n'a aucun sens. Ça c'est encore faux aussi malheureusement. L'histoire est très facilement compréhensible. Même pour un non-fan de FNAF, l'histoire est très facilement compréhensible. Je veux dire, j'ai été voir le film avec beaucoup de personnes. Moi je suis un très grand fan de FNAF, je connais toute l'histoire, donc forcément voilà. J'ai été le voir avec Antoine, mon cousin que vous connaissez très bien sur cette chaîne, qui lui ne connaît pas le lore de FNAF. Il connaît FNAF de loin, il y a déjà joué, mais il ne connaît pas le lore, je ne lui ai jamais raconté. Et lui, il a beaucoup apprécié le film, et il a parfaitement compris l'histoire. J'ai aussi été voir le film avec ma copine, qui pour le coup ne connaît absolument rien à FNAF. Elle connaît de loin parce que je suis fan de FNAF, donc c'est compliqué de l'ignorer, et je lui en ai déjà un peu parlé, je lui ai déjà expliqué dans les grosses lignes que c'est des enfants qui possèdent les animatronics qui ont été tués par William Afton, parce que je cosplay William Afton, donc j'étais bien obligé de lui expliquer qui était le personnage. Elle ne connaît absolument pas le lore, et pareil, elle a parfaitement compris l'histoire et elle a beaucoup apprécié le film. Et enfin, j'ai été voir le film avec mon père. Pareil, lui aussi ne connaît pas du tout l'histoire des jeux FNAF, ou en tout cas, grosso modo, je lui ai expliqué à peu près dans les grandes lignes, mais il n'a jamais joué à FNAF de sa vie, il ne connaît pas l'histoire, il connaît juste parce que je suis fan pareil. Et il a beaucoup apprécié le film et il a parfaitement compris l'histoire lui aussi. L'histoire est très facilement compréhensible, je veux dire, à moins d'avoir 2 de QI ou d'avoir dormi pendant la moitié du film, l'histoire est parfaitement compréhensible, en plus elle a été changée et simplifiée justement. Donc, franchement, l'histoire n'est pas incompréhensible, surtout que l'histoire sera complétée dans les prochains films, avec par exemple encore une fois, des explications sur pourquoi William a commencé à tuer des enfants. Ensuite, argument qui m'a fait beaucoup rire. Le film, selon lui, est un neuneu pour les débiles. Désolé à toutes les personnes, dont moi, qui ont été voir le film, parce qu'apparemment, du coup, on est débiles. Et ensuite, là, il y a... en fait, là, c'est juste une insulte gratuite, il y a 0 argument, littéralement, désolé. Ensuite, on a eu l'argument des acteurs nuls qui jouent mal. Bon, là, je suis désolé, mais non, en fait, on peut plus être d'accord, là, je veux dire. Tu peux pas te dire fan de cinéma quand tu n'es pas objectif à ce point. Là, il y avait une volonté de cracher volontairement sur le film. Pas d'être objectif.
Parce que là, pour le coup, les acteurs ne jouent clairement pas mal. Je dis pas que les acteurs du film méritent un Oscar non plus, mais c'est très loin d'être mal joué. Tous les personnages sont bien joués. Mike, qui est un personnage qui manque de confiance en lui et qui s'énerve facilement, est très bien joué. Abby est très bien joué aussi, personnage qui est censé être sur le spectre de l'autisme un peu, ça a été confirmé par la réalisatrice du film. Pareil, elle est très bien jouée. William Afton, pareil, super bien joué. Matthew Lillard a fait une très bonne performance en tant que William Afton. C'est d'ailleurs le personnage dont j'attendais le plus et le personnage que j'ai préféré du film. Et pareil, Vanessa joue très bien le personnage. Le personnage qui connaît tous les secrets de la pizzeria, mais qui en même temps ne veut pas trop révéler à Mike qu'elle est la fille d'Afton, etc. Elle aide quand même Mike à savoir tout ce qu'il y a à savoir, c'est-à-dire les animatronics sont hantés par des gosses. Bref, tous les personnages sont très bien joués, surtout qu'on a des acteurs qui ont déjà fait leurs preuves. On a Josh Hutcherson qui a joué dans Hunger Games le rôle de Pita. On a Matthew Lillard qui a joué Stu dans Scream ou Shaggy dans Scooby-Doo. Bon, Sammy, désolé, mais j'ai l'habitude de dire son anglais Shaggy. On a des acteurs qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont déjà eu des rôles dans lesquels ils ont été complimentés. Notamment Matthew Lillard qui joue Stu dans Scream, qui a parfaitement bien réussi son rôle à l'époque. Un autre argument aussi qui m'a fait beaucoup rire, le film parle du pouvoir de l'amitié qui peut vaincre les méchants. Voilà, il a pas vu le film, hein, je suis désolé, là vraiment, il a pas vu le film. Ou alors il a quitté la salle au moment de la scène du fort. Si les animatronics construisent une cabane avec Abby, c'est déjà de 1, parce que c'est des gosses à l'intérieur des animatronics, faut pas oublier, ça reste des gosses qui ont tous quasiment le même âge qu'Abby, et qui aimeraient bien continuer à vivre leur vie d'enfant et faire comme s'ils étaient encore enfants. C'est pas parce qu'ils sont dans des animatronics tueurs que ça doit forcément être des enfants fous alliés, ça reste des gosses. Et surtout, c'était pour Amadou et Abby cette scène, puisqu'au final, leur but c'est de tuer Abby, hein, on rappelle, c'est de la buter. Autre argument, les décors et l'éclairage sont mauvais et ont été réalisés par des amateurs qui n'y connaissent rien. Bon bah là encore une fois c'est une critique gratuite sur toutes les équipes du film, donc encore une fois c'est super respectueux pour les gars qui ont bossé dessus. Les décors, par exemple, du film FNAF, ils ont été réalisés par la décoratrice du film Labyrinthe. Si quelqu'un dans les commentaires ose me dire que les décors du film Labyrinthe ont été mal réalisés, à ce niveau-là, je pense qu'il n'a pas vu Labyrinthe. On est très loin d'un niveau de débutant. C'est complètement faux. Les décors collent parfaitement à la série de FNAF. Forcément, si tu n'as pas joué les jeux, si tu ne connais pas FNAF, effectivement, on peut oublier l'objectivité à ce niveau-là, du coup, si on connaît pas, mais non, ça colle parfaitement aux pizzerias. Et l'éclairage, pareil, super bien réalisé. Quand il fait nuit et que Mike check les caméras, quand toutes les lumières s'allument dans la pizzeria avec les bornes d'arcade, etc., le showtime avec les animatronics qui sont sur scène, qui performent, et tous les projecteurs qui vont sur eux, la scène de fin quand Springtrap attaque et que, par exemple, Abby est poursuivi par Foxy, pareil. L'éclairage de toutes les scènes a été parfaitement bien géré, que ce soit les scènes dans les pièces plus sombres comme les scènes dans des pièces plus éclairées, toujours en restant dans la pizzeria. C'est là qu'il y a la plupart des jeux de lumière dans la pizzeria, que ce soit chez Mike, dans le restaurant, à l'école ou quoi que ce soit. Là, l'éclairage, c'est un éclairage normal, je veux dire, on est en plein jour. Mais c'est surtout dans la pizzeria qu'il faut se concentrer sur l'éclairage et l'ambiance des scènes, qui a été parfaitement bien géré. On est très loin des débutants ici, au contraire. Là, c'est juste qu'apparemment, à mon avis, l'objectivité, elle avait été mise à la poubelle à ce moment-là de la vidéo. Bon, et surtout, à la fin de sa vidéo, c'est le moment où j'ai compris que sa critique ne valait rien et qu'il valait mieux pas l'écouter, puisque à la fin de sa vidéo, le gars fait l'éloge du film Willy's Wonderland avec Nicolas Cage. Alors déjà, Willy's Wonderland est un plagiat complètement assumé de FNAF, vraiment les créateurs du film en ont eu rien à foutre de plagier FNAF, ils s'en vantent même, et surtout, c'est un énorme nanar. J'ai vu ce film et il est connu dans la communauté des films d'horreur pour être un énorme nanar et une parodie catastrophique de je ne sais quoi mal joué au possible, qui ne se prend à aucun moment au sérieux et qui n'arrive même pas à être drôle, alors que le film essaye d'être drôle et que c'est censé être l'atout principal du film. Selon lui, il vous conseille grandement de voir le film, mais moi je ne vous conseille absolument pas de regarder Willy's Wonderland, à moins que vous vouliez vraiment rigoler. Mais encore une fois, je vous le dis, j'ai vu le film, j'ai pas rigolé du tout. Il dit d'ailleurs que ce film est meilleur que FNAF et c'est ce que le film FNAF aurait dû être. À ce niveau-là, s'ils avaient fait ça, je pense que moi, comme tout le reste de la commu, c'était une vague de haine qui se prenait. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait ça. Mais à quel moment le film FNAF aurait dû être ça? Le film n'est pas bien meilleur. C'est une catastrophe. C'est un nanar au même niveau que des films comme Sharknado ou l'attaque du requin à 6 têtes. Oui, c'est un film qui existe vraiment. Il finit aussi sa vidéo en disant qu'il fallait militer pour que ce genre de film arrête de sortir car on n'en voulait plus et qu'il fallait donc militer pour que d'autres films de la franchise FNAF ne sortent pas. Alors, grande nouvelle, c'est pas parce que tu n'as pas apprécié un film que tu as le droit de militer pour interdire ces films-là de sortir, sachant que beaucoup d'autres personnes ont aimé le film
et veulent en voir d'autres. Après, il y a des pays où certains films, effectivement, sont interdits de sortie. Et je citerai pas quel pays c'est. Maintenant, on va passer à un autre youtubeur et ses arguments, qui pour le coup sont tout aussi catastrophiques que le premier, avec comme premier argument qui sort dans la vidéo, le film est une comédie. Bon bah voilà, fin de l'argumentaire, en fait, il a pas regardé le film, c'est tout. Ensuite, autre argument, bon, au moins lui, ça prouve qu'il a joué au jeu ou qu'il s'est au moins renseigné sur le scénario des jeux. Le film aurait dû suivre le principe des jeux. Avec les caméras. Ah ouais, lourd. Voici, vous auriez aimé un film où le gars check les caméras pendant 2 heures? Passionnant. Ensuite, le film est trop long. Bon bah c'est pas un argument. Il y a bien des gens qui regardent Titanic, Avatar et tout, qui sont des films qui peuvent durer des 3 heures. Ça n'a jamais été un argument pour dire qu'un film était mauvais, que le film était long. Surtout que dire que le film est trop long quand il dure 1h50, c'est se foutre de la gueule du monde. Et c'est très loin d'être long pour un film d'horreur quand on sait que la moyenne de certains films d'horreur aujourd'hui c'est 2 heures. Autre argument, l'audience de FNAF sont des enfants qui pour la plupart ont moins de 15 ans. Bon bah désolé à tous ceux qui comme moi ont la majorité et qui sont allés voir le film FNAF en ayant plus de 15 ans. Moi aussi je trouve que cet argument n'a aucun sens. Je veux dire, la plupart des personnes qui ont découvert FNAF quand ils étaient gosses et qui sont devenus fans de FNAF, à leur âge, aujourd'hui ils sont tous majeurs. Moi, quand j'ai découvert FNAF en 2014, j'avais 13 ans. Bah, aujourd'hui, toutes les personnes qui, comme moi, avaient 12, 13, 14 ans quand ils ont découvert FNAF, ils ont le même âge que moi, ils ont entre 20 et 25 ans. Certes, il y a beaucoup de jeunes aussi dans la communauté de FNAF de moins de 15 ans, mais c'est pas la majorité de la communauté. On est même sur du 50-50. Quand on voit la moyenne d'âge de ma salle d'avant-première, la moyenne d'âge de mon avant-première que j'étais voir, la moyenne d'âge de la salle, c'était 17 ans. En gros, la moyenne d'âge, ça veut dire moitié qui avait moins de 17 ans, moitié qui avait plus de 17 ans. Sachant que c'était une salle de plus de 200 places. Mais bon, ça c'est juste, à mon avis, une volonté de dire que FNAF c'est une licence pour gamins. Encore une fois, un cliché qui prouve que visiblement le gars ne connaît pas tant que ça la licence et la communauté de FNAF. Et ensuite, là, l'argument que je vais vous sortir et qu'il a vraiment sorti dans sa vidéo, c'est le moment qui m'a fait dire qu'il n'a pas vu le film. Les moments, enfin, selon lui, les moments où les animatronics sont en CGI sont ratés. Alors là, je vous avoue que je vais avoir beaucoup de mal à défendre cet argument, parce qu'en fait, il n'y a aucun moment dans le film où les animatronics sont en CGI. Donc là, pour le coup, je vous avoue que effectivement, je vais avoir du mal à répondre à cet argument, vu que l'argument qu'il a cité n'existe pas. Donc quand on veut faire une critique objective d'un film, on se renseigne sur le film avant, s'il vous plaît. Tout le monde le sait que les animatronics Bonnie, Chica et Freddy sont tous des costumes avec des acteurs dedans. Foxy est un animatronics et Spring Bonnie est aussi un costume. Ça a été dit partout. Il y a même eu des articles comme quoi Jim Henson Company avait fait un travail formidable sur la réalisation des mascottes. Et lui, il dit qu'il y a des moments où les animatronics sont en CGI. Il n'y a aucun moment où les animatronics sont en CGI. Tous les moments où on voit des animatronics, c'est utiliser soit des costumes, soit des robots quand il s'agit de Foxy. Donc si la vidéo c'est juste pour cracher volontairement sur le film avec des arguments qui n'existent pas et qui sont faux, au bout d'un moment, je suis désolé, mais c'est stupide. Il voulait cracher sur le film, trouvez au moins des arguments qui sont réels, mais n'inventez pas. À aucun moment il n'y a de la CGI dans le film pour les animatronics. Et c'est littéralement une info qui est facile à trouver. En tapant sur internet, en 2 secondes, tu trouves l'info qu'il n'y a pas de CGI pour les robots. Autre argument, la scène d'intro avec le garde de nuit est mauvaise. C'est très bien réalisé, je veux dire, la scène te met dans l'ambiance, vraiment. Elle donne très bien le ton. Je veux dire, le garde, on voit qu'il est terrorisé et qu'il essaye de s'enfuir de son bureau, dont d'ailleurs la porte est barricadée, que des animatronics essayent de péter la porte, il s'enfuit par la ventilation, pour qu'au final il se fasse attaquer par Foxy, puis se fasse mettre dans le costume de torture Freddy, et qui, même si on ne le voit pas dans le film, on le sait, va mourir broyé avec les scies du masque. Scène que l'on ne voit pas et qui switch directement dans l'intérieur de la pizzeria où on entend les cris du garde en fond, et c'est là que les crédits commencent, que le générique du début du film, le générique d'intro commence. La scène d'intro est super bien réalisée, donne directement le ton du film. Ensuite, le reproche, on ne voit pas les animatronics tuer des gens. Ce qui veut dire que donc il a dû s'endormir au moment où le cupcake est en train de bouffer Carl. Il a dû également s'endormir au moment où Bonnie tue Hank dans la salle. Il a également dû s'endormir au moment où Mike retrouve le cadavre de la bande de Max, dont le visage de Carl qui est complètement broyé. Et je pense qu'il s'est aussi endormi quand le cupcake de Chica attaque William pour le tuer avec les Springlock. Même si William n'est pas tué puisqu'il va revenir en entend Springtrap du coup. Ou même Freddy qui décapite littéralement Max, enfin décapité, coupé en deux. William Afton est un tocard avec un costume qui ne fait pas peur. Encore l'un de ses arguments. Oui bon bah, désolé mais au bout d'un moment, il y a
Les arguments sont tellement nuls, j'en ai marre de lui répondre. Afton, c'est un très bon antagoniste, faut savoir voir. Malgré son temps d'écran qui, certes, a été beaucoup réduit, on aurait beaucoup aimé le voir plus, mais que ce soit la scène où il est dans la peau de Steve Raglan, comme à la fin la scène où il est dans la peau de William Afton, qui est sa vraie identité, c'est très bien réussi. Il fait pas peur, bah si, déjà son costume est très bien réussi, on sent qu'il est menaçant et flippant, et si, c'est peut-être même le personnage qui fait le plus peur du film, je veux dire, on sent la tension, il est violent avec Mike, il tue Vanessa, il est insensible au taser ou à quoi que ce soit, c'est même lui qui contrôle les animatronics, c'est le personnage qui représente la plus grande menace de tout le film. Certes, à la fin, il se fait battre malheureusement grâce à Abby qui révèle aux animatronics qu'en réalité, la personne qui les contrôle depuis le début, ce fameux lapin jaune, c'est en réalité celui qui les a tués. Mais non, William Afton est un très bon antagoniste et c'est très loin d'être un mauvais acteur dans un costume qui ne fait pas peur. Bref, voilà, je vais m'arrêter là, mais vous avez compris en gros que ces deux youtubeurs ont pour la plupart craché sur le film, sans aucune raison à outrance, utilisant même des arguments qui n'existent pas. Je veux dire, la CGI, c'est probablement l'argument sur lequel j'ai le plus rigolé en regardant la vidéo de ce gars. Surtout qu'on rappelle qu'il y a un gars qui m'a insulté sur TikTok en disant que ces gars étaient plus objectifs que moi. Au bout d'un moment, si vous voulez être objectif, renseignez-vous, parce que tout le monde le sait qu'il n'y a pas de CGI dans le film. Sinon, pour parler des critiques presse, comme prévu, les critiques presse sont mauvaises et ont atomisé le film. On le savait avant même que le film sorte que les critiques presse allaient être mauvaises. Les critiques presse détestent les adaptations de jeux vidéo. Pas d'inquiétude là-dessus, la presse a toujours cette habitude, surtout aux US. De toute façon, pour la presse, si le film n'est pas réalisé par Spielberg ou Cameron, en général, la presse déteste le film. Le film a 23% sur Rotten Tomatoes pour les avis presse et 89% de score sur Rotten Tomatoes pour l'audience. La presse lui a mis 23% ou l'audience lui a mis 89%. Je veux dire, vous vous rendez bien compte qu'entre les avis de la presse et les avis de l'audience qui ont été voir le film, il y a un énorme gap. Bref, voilà. La presse a détesté le film, les fans ont adoré le film, c'était à prévoir. Et de toute façon, Blumhouse. Qui va écouter Blumhouse pour savoir s'ils veulent faire un deuxième film? La presse ou les fans? Dans le mille, les fans. Ensuite, pour ce qui sont des avant-premières du film FNAF, eh bien, elles ont effectivement, comme prévu, dépassé le record des avant-premières du film Ça, de 2017, c'est-à-dire le remake du film de 98. C'était actuellement ça, le film qui avait fait le plus gros box-office et les plus gros scores dès ses avant-premières. Le film FNAF l'a battu, devenant littéralement le film d'horreur à faire les plus gros scores et le plus gros box-office dès les avant-premières de toute l'histoire du cinéma d'horreur. Tout défoncé dès les avant-premières. FNAF est également le plus gros film de Blumhouse. Et surtout, le film FNAF est devenu récemment, avec les derniers chiffres qui sont sortis, le film d'horreur le plus rentable de 2023, dépassant La Nonne 2 qui était jusque-là le film le plus rentable de l'année. Le film a fait 150 millions d'euros au box-office dès son week-end d'ouverture. En comparaison, le film Oppenheimer, qui est probablement l'un des meilleurs films de l'année et qui est un carton monumental, a fait moins bien sur son week-end d'ouverture. Rendez-vous compte. Five Nights at Freddy's a battu Oppenheimer en termes de score sur son week-end d'ouverture. Et actuellement, le film est à plus de 250 millions au box-office. Je vous mettrai le chiffre exact actuellement à l'écran, et je donnerai également le chiffre définitif dans mon TikTok qui parlera du box-office, qui sortira plus tard dans l'année pour qu'on puisse enfin se donner un box-office plus ou moins définitif. Mais voilà, plus de 250 millions de box-office, alors que le budget du film, on le rappelle, était aux alentours des 25 millions d'euros. Bref, voilà ce qui conclut cette grosse vidéo sur mon avis sur le film FNAF, et pas que, il y avait aussi réponse aux critiques, histoire du film, les easter eggs, etc. Bref, c'était une grosse vidéo très complète sur le film FNAF, beaucoup plus que sur TikTok, où malheureusement je suis limité à 10 minutes sur TikTok, même si j'ai essayé de faire plusieurs TikTok, donc il est possible que vous retrouviez sur TikTok du contenu similaire à ce que j'ai fait là, même s'il y a des choses dont j'ai pas encore parlé sur TikTok, dont là j'ai parlé pour le coup. Maintenant du coup, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Déjà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, c'est un énorme soutien pour moi. Je suis un petit youtubeur, donc ne serait-ce qu'un seul like ou un commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement et ça aide ma vidéo à être proposée à d'autres personnes. Et bien évidemment, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus gros soutien que vous pouvez me faire sur YouTube. C'est très dur de se démarquer sur YouTube, donc ça m'aiderait beaucoup. Surtout que comme vous pouvez le voir, si vous cliquez sur ma chaîne, je sors pas beaucoup de vidéos parce que déjà les vidéos me prennent énormément de temps à bosser, et surtout mon rythme de vidéo aujourd'hui, j'essaye vraiment de le réduire, mais pour vous produire les vidéos les plus quali à chaque fois. Faut savoir que la dernière vidéo là, Affaire inclassable sur l'histoire de FNAF 1, 2 et 3, m'a demandé des mois de boulot.
que ce soit écriture du script, tournage, montage, c'était un énorme boulot et je suis très content de l'accueil que vous lui avez fait. J'espère que vous ferez ce même accueil à cette vidéo car elle m'a pris énormément de temps aussi, que ce soit à l'écriture, ça m'a aussi pris beaucoup de temps de tournage, il y a eu une après-midi entière et le montage, je pense que ça va me prendre beaucoup de temps aussi. Bref, d'ici là, n'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok si vous voulez suivre toutes les infos et toutes les news qui tomberont par rapport au deuxième film FNAF, que ce soit date de tournage, production, teaser, date de sortie, etc. C'est là-bas qu'il y aura toutes les news sur le deuxième film FNAF. Bon, pour ceux qui suivent ma chaîne activement, on se retrouve fin 2023, début 2024 pour la vidéo bilan de mon année 2023. Et pour ceux qui s'intéressent surtout au film FNAF, dans ce cas-là, je vous dis à l'année prochaine. Normalement, on se retrouve fin 2024 s'il n'y a pas de décalage pour une vidéo où je parlerai de mon avis et de tout ce qui va avec sur le deuxième film FNAF. Il y aura beaucoup d'autres vidéos comme la suite du lore des jeux FNAF, mais voilà, en tout cas, si normalement il n'y a pas de décalage, l'année prochaine on a notre deuxième film FNAF et il y aura donc une vidéo YouTube qui ira avec, comme je l'ai fait pour ici avec ce premier film FNAF qu'on attendait les fans depuis 8 ans depuis que ça a été annoncé en 2015. Merci de m'avoir suivi, suivez-moi sur TikTok si vous voulez toutes les news et surtout si vous voulez du contenu plus régulier de ma part parce qu'une vidéo tous les 2 mois, je me doute que c'est pas régulier du tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!